Donc, le service Action sociale Harmonie Mutuelle, qui est l'objet de notre présentation de ce matin. Vous êtes toutes et tous membres participants d'une commission d'action sociale et dans ce cadre-là, vous êtes amenés à prendre des décisions en faveur des adhérents, de nos adhérents en difficulté. Effectivement, ces décisions, vous les prenez dans le cadre précis du règlement qui a été co-construit avec vous, avec les élus, et surtout validé par le conseil d'administration. C'est important, ce règlement doit être appliqué uniformément dans tous les territoires, dans le but d'apporter le plus d'équité possible à nos adhérents. Vos actions donc sont réalisées dans un cadre d'exercice de mandat, dans le respect des usages, procédures et conventions de la mutuelle, comme le prévoit la charte éthique. Et donc, afin de vous accompagner dans l'exercice de cette responsabilité au sein des commissions sociales, nous avons souhaité vous proposer ce temps pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'organisation de l'action sociale Harmonie Mutuelle, le circuit d'une demande d'aide formulée par nos adhérents et le règlement qui régit l'activité de la commission d'action sociale des territoires. Donc, le programme, c'est celui que je viens de vous énoncer. On va commencer par identifier l'organisation du service action sociale et nos missions. Tout d'abord, qui sont les interlocuteurs de l'action sociale? Vous en connaissez très certainement au niveau proximité de vous, pardon. Donc, c'est une équipe de professionnels répartis sur l'ensemble du territoire parce que nous aussi, on a à cœur d'avoir un fonctionnement unique et une équité de traitement pour nos adhérents. Au niveau des collègues, nous avons des assistantes techniques d'action sociale et des travailleurs sociaux. Les collègues sont accompagnés par des responsables d'action sociale. Il y en a 3. Et l'ensemble est piloté par la direction ingénierie et action sociale. Je vais rentrer dans le détail des activités de chacun. Depuis quelque temps maintenant, à l'action sociale, on a une définition qui est celle-ci. L'action sociale en inclusion vise à faciliter l'accès aux droits et l'amélioration des conditions de vie et de soins pour tous et toutes, par l'écoute, l'accompagnement, le soutien et l'orientation de nos adhérents. Notre mission principale, accompagner les adhérents dans les moments difficiles par 2 prismes que vous connaissez bien. Aider au maintien de la complémentaire santé, où là, on peut passer par les demandes d'aide financière pour le règlement des cotisations et l'aide au financement des soins coûteux. Là, on parle effectivement des restes à charge qui vous sont présentés. Pour qui? Pour l'ensemble de nos adhérents bénéficiaires d'un contrat santé, quel que soit le contrat santé, leurs ayants droit, y compris pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc, les interlocuteurs de l'action sociale, on a 29 collaborateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, 16 assistantes techniques d'action sociale, 8 travailleurs sociaux et 3 responsables d'action sociale. Donc, Isabelle Le Terron en Porte d'Europe, Bénédicte Berassalus en Grand Sud et Anne-Elisabeth Delaunay-Pasquier au niveau du Grand Ouest. Pour bien comprendre quels sont les rôles et missions de chacun, on va vous indiquer aussi aujourd'hui que font les collègues au quotidien. Donc, les assistantes techniques d'action sociale représentent nos pôles action sociale. Elles ont en charge l'instruction des dossiers de demande d'aide et leur suivi, évidemment toujours en confidentialité. Ce sont elles qui préparent les demandes et qui préparent les commissions d'action sociale et qui en effectuent le suivi. Elles font également les réponses des demandes d'aide aux adhérents. Donc, ce sont elles qui ont en charge effectivement de préparer les dossiers, de vous les préparer pour que nos collègues de l'animation de la vie mutualiste puissent vous les présenter en commission. Et à la suite, avec la réception des réponses qui ont été formulées, elles peuvent envoyer un courrier à nos adhérents.
Nous avons également des travailleurs sociaux qui sont au nombre de 8. Elles accompagnent, alors je vais dire beaucoup elles, puisqu'on a que des femmes au sein de notre direction et en tout cas sur ces activités-là. Donc, elles accompagnent les adhérents confrontés à des situations difficiles où effectivement il y a plus qu'une demande d'aide financière pour le reste à charge ou pour les cotisations. Leur rôle va être d'évaluer, d'orienter et de conseiller nos adhérents dans le maintien de leurs droits et l'accès aux soins. Et ce sont elles qui vont instruire et préparer les demandes complexes. Ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que ce ne sont effectivement pas des travailleurs sociaux qui sont diplômés d'État, mais ce sont des collègues qui ont acquis toutes les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner au mieux nos adhérents dans les missions qui nous sont confiées, et notamment pour le maintien des droits et l'accès aux soins. Évidemment, dans un souci de cohérence et pour la continuité des demandes, les collègues des pôles action sociale et les travailleurs sociaux travaillent en collaboration pour pouvoir apporter l'ensemble des réponses à nos adhérents et les accompagner au mieux. Et puis, nos collègues responsables d'action sociale, leur rôle, c'est de mettre en œuvre l'action sociale au sein des territoires, de manager les équipes et de s'assurer de la qualité du service rendu aux adhérents et surtout, enfin, de promouvoir l'action sociale de la mutuelle en participant à des actions de communication interne et externe. Notre rôle, notre but à nous, c'est aussi de faire connaître l'action sociale. On a des biais aujourd'hui, des possibilités de communication qu'on enclenche très régulièrement pour que aucun adhérent ne soit dans une situation où il est obligé de renoncer à ses soins par manque de moyens parce qu'il ne connaissait pas l'action sociale. Et donc, nous échangeons très régulièrement, ce qui nous permet de partager l'ensemble des informations et surtout de co-construire l'action sociale de la mutuelle. Voilà pour la première petite partie de présentation. On va continuer très tranquillement. J'ai un petit souci. Alors, excusez-moi. Voilà, on est bon. Donc, le but maintenant, ça va être de vous montrer, de vous redire comment nos adhérents sollicitent l'action sociale à Harmonie Mutuelle. Quel est le circuit aujourd'hui d'une demande d'aide? Depuis le 1er janvier 2024, maintenant, l'accueil de l'action sociale a été réinternalisé au sein d'Harmonie Mutuelle. Avant cela, c'était, pour celles et ceux qui connaissent, Ressources Mutuelles Assistance et REMA qui s'occupaient de faire notre accueil. Pour faciliter l'accès à l'action sociale pour nos adhérents, faciliter leur démarche, nous avons effectivement enclenché des travaux et mis en place la réinternalisation de l'accueil de l'action sociale. Donc aujourd'hui, nos adhérents sollicitent les conseillers Harmonie Mutuelle soit via les centres d'appel, soit en se déplaçant en agence. Nos conseillers ont évidemment été formés pour évaluer le besoin de l'adhérent et déterminer avec lui si son dossier, si sa demande doit passer par un travailleur social ou si l'envoi du formulaire est suffisant. Comme je le disais tout à l'heure, si toutefois on se rend compte qu'un adhérent, malgré l'envoi unique, on va dire, du formulaire, a besoin d'aide et d'accompagnement, on va réorienter sa demande vers le travailleur social, nous, à l'interne. Et donc, chacun, dans ce cadre-là, va gérer le suivi de son dossier afin que celui-ci soit complet pour être présenté en commission d'action sociale. En pratique, donc l'adhérent en difficulté financière, par exemple, prend contact avec une agence. Le collaborateur va pouvoir identifier le besoin de notre adhérent et l'orienter vers l'action sociale Harmonie Mutuelle.
Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Après la première évaluation, et si nécessaire, l'envoi du formulaire. Et dans les situations les plus complexes, l'adhérent est orienté vers le travailleur social. On vous a remis un exemple, capture en fait du formulaire du Fonds social Harmonie Mutuelle tel qu'il existe depuis aussi le 1er janvier 2024. Donc la première page, on est plutôt sur des informations d'ordre général, l'objet de la demande de l'adhérent, s'il a sollicité d'autres aides, quelles sont les aides qu'il a pu déjà obtenir, son budget, ressources et charges. On lui demande s'il a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, s'il a en parallèle fait une demande de complémentaire santé solidaire. Ça nous permet, nous, d'avoir des indications et de nous préparer aux orientations qu'on peut proposer à nos adhérents. En page 3 du formulaire, l'adhérent a la possibilité, on le lui demande, d'exposer là les motifs de sa demande. C'est ce qui nous aide et c'est ce qui nous permet en partie d'écrire les évaluations qui vous sont lues, les argumentaires qui vous sont lus oralement lors des commissions sociales. Nos adhérents, là, se confient sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur la nécessité pour eux d'accéder à leurs soins. Qu'on se le dise, qu'on en ait bien conscience, certains adhérents n'écrivent que peu de choses, voire pas du tout, mais en tout cas, on leur demande voilà, d'exposer eux-mêmes leurs problématiques. Ils le signent et ils nous renvoient l'ensemble des documents par courrier ou par mail. Donc l'adresse mail n'apparaît pas, mais sur les formulaires, elle apparaît par courrier, par mail. Et il peut également le déposer en agence. Et en 4e page, l'ensemble des justificatifs qui sont demandés à nos adhérents, donc en fonction de la situation. Il y a plus ou moins de justificatifs, mais voici ceux qui sont demandés pour la prise en compte de leurs besoins. Et pour qu'on puisse, nous, une fois qu'il est complet, vous le présenter en commission. Donc, quand les collègues vont recevoir la demande d'aide financière, ils vont pouvoir prendre en compte la situation de la demande, ils vont prendre en compte la situation, la demande et les justificatifs. Effectivement, on vérifie toujours l'éligibilité de la demande. On a le même fonctionnement que vous, on se réfère au règlement du Fonds d'action sociale. C'est en ça qu'il est très, très important de l'avoir toujours avec soi pour pouvoir s'en imprégner et surtout le mettre en application. On effectue aussi le travail d'accompagnement et d'orientation de nos adhérents. Et à la suite, on prépare au besoin le dossier pour la commission d'action sociale avec tous les éléments qui sont nécessaires à la prise de décision. Alors, est-ce qu'il y a sur ces 2 premières parties, je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour aller voir. Hop. Il y a 2 petites questions, Aurore. Est-ce que le règlement de notre commission a été validé par le conseil d'administration? Oui. Et on a une demande d'ajout de charges dans les justificatifs à fournir, notamment des assurances telles que véhicules ou maison. D'accord. Alors, j'ai posé la question. J'ai levé la main. Oui, je vais déjà répondre aux 2 questions qui ont été posées dans le fil de conversation. Je suis à vous tout de suite, madame. Le règlement est effectivement validé par le conseil, enfin, il est effectivement validé par les instances. Ça, c'est une certitude. Il y a une mise à jour au 1er juillet 2024 et donc c'est la dernière version qui est en cours. À la demande, à la proposition par rapport aux charges, le fait qu'il serait opportun d'inclure les différentes autres factures, c'est
pas aujourd'hui quelque chose pour lequel on échange, dans le sens où on a des adhérents qui font des demandes d'aide financière et qui nous envoient déjà des dossiers qui font 20-30 pages. Et les retours nous le montrent, compliqué pour certains adhérents de constituer leur demande d'aide financière. Lorsque, dans le cadre du groupe de travail qui s'était réuni, on a travaillé ensemble à la mise en place d'un dossier simplifié pour les restes à charge de moins de 500, l'idée était là, et l'idée est toujours présente dans nos têtes à toutes et tous, c'est de simplifier l'accès à l'action sociale. Si on ajoute trop de justificatifs obligatoires à la constitution des demandes d'aide, on a des adhérents qui clairement et vont laisser tomber, pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'une aide financière, mais parce que constituer un dossier, c'est trop compliqué. Donc, c'est vrai que jusque maintenant, et en tout cas, il y a rien qui le fera changer. Tout ce qui est assurance, téléphone, facture de véhicule, enfin assurance voiture, etc. On a toutes et tous en tête que nécessairement, ce sont des charges qui sont, comment dire, qui sont réelles, qui incombent à nos adhérents comme elles nous incombent à nous. Par rapport à la facture de téléphone, par exemple, on a proposé et on a mis en ligne euh, une méthodologie de calcul pour se dire, bah, en moyenne, pour une famille d'une personne, deux, trois, quatre, cinq personnes, le coût du téléphone aujourd'hui, c'est de temps. Alors, on a pris la moyenne des forfaits qui existent de téléphonie. Mais nous, ce qu'on veut vous proposer, ce qu'on vous propose en fait depuis quelque temps, c'est de vous dire, oui, ce sont des charges. Ce qui apparaît dans les charges à l'écran, c'est ce qui euh, est obligatoire pour l'ensemble des personnes. Tout le monde n'a pas de voiture, tout le monde n'a pas de téléphone, oui, ça arrive, tout le monde n'a pas ces autres charges-là. Mais dans le cas où, eh ben, on sait que le téléphone, je dis une bêtise, c'est 30 € pour une personne, 50 € avec Internet, etc. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de vous dire, en moyenne, ça coûte tant, le téléphone, par rapport à la fiche que je vois à l'écran. Le reste à vivre est de temps, et ben voilà, je vais y soustraire une partie qui peut correspondre au téléphone. En tout cas, je le garde en tête. Voilà. Mais on ne peut pas complexifier aujourd'hui les demandes d'aide pour nos adhérents. Je vous écoute, Madame Gamblé. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'en suis désolée. C'était Madame Levenstein. Ah, pardon. C'est pas le nom qui s'affichait pour ça. Je vous en prie. Non, mais j'ai demandé également la parole, Madame Jamble. Jamble, Donc, moi, pardon. ça va être très vite, c'est sur la base. Vous nous parlez sans arrêt du règlement, qui est la base de l'action sociale. Mais nous ne l'avons pas entre les mains. Je crois que la première chose, c'est à distribuer à chaque année le règlement, parce qu'il y a des nouveaux membres, ils ne connaissent pas. Je vous rejoins complètement. Chaque Je ne comprends membre des pas commissions pourquoi il faut d'action qu'il y ait un sociale, webinaire pour entendre parler du règlement. je Parce que vous c'est la rejoins base. complètement. Chaque membre des commissions Pourtant, sociales ça doit fait 20 ans avoir que je le suis règlement. pas l'action Doit, sociale. excusez-moi. Donc, chacun doit l'avoir. Ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher de votre responsable d'animation de la vie mutualiste du territoire. En tout cas, nous, on va retransmettre cette information, c'est noté. Je vous remercie. Et il me semble qu'il y avait une autre question, Madame Jean? Non? Oui, oui, Oui. bonjour. Moi, je suis présidente, nouvellement élue présidente de la CAS dans l'Aube. Et effectivement, alors vous avez répondu partiellement à la question sur inclure d'autres factures pour que l'on puisse avoir un avis plus éclairé sur certains dossiers. Parce qu'effectivement, sur certains dossiers, je pense qu'il nous manque beaucoup d'éléments pour pouvoir statuer. Et enfin, quand vous dites qu'il vous manque beaucoup d'éléments, c'est par rapport à d'autres justificatifs, c'est ça? Oui, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui avait posé la question qui serait opportun d'inclure d'autres factures. Donc, vous avez répondu effectivement que pour vous, si certains dossiers, effectivement, font 20-30 pages, c'est compliqué. Mais quand on doit statuer sur des dossiers en commission,
certains dossiers, il nous manque effectivement, je trouve, des éléments supplémentaires. Et je voulais, alors, Alors, et je voulais rajouter quelque chose. Il y a quelques fois, ça nous est arrivé là, à la dernière casse, on nous présente des dossiers où le reste à vivre pour la famille est de entre 3 000 et 4 000 euros. Alors, pourquoi ce genre oui. de dossier? La famille a quand même des revenus, même le reste à vivre est très élevé. Pourquoi on nous les présente systématiquement? Alors, je vais vous répondre. Donc, par rapport au justificatif, vraiment, les collègues vous donnent l'ensemble des informations qu'on a en notre possession. Le règlement aujourd'hui, mais je vais redire ce que j'ai dit, ne prévoit pas d'autres justificatifs que ceux qui sont mentionnés dans le formulaire, hein. Les deux se rassemblent. On ne complexifie pas les demandes pour nos adhérents. Par rapport à votre deuxième question, à savoir pourquoi on vous présente les dossiers, c'est que nous, on ne fait absolument pas de rétention de dossiers. Il n'y a pas dans le règlement du Fonds d'action sociale de revenu maximum, en tout cas de reste à vivre maximum ou minimum pour que le dossier puisse être présenté en commission. Il n'y a pas de condition de revenu à la présentation des dossiers. Donc un adhérent peut nous solliciter, peu importe ses ressources et peu importe ses charges. Pour vous faire un parallèle, cette décision, alors qui ne m'appartient pas, hein, mais de dire qu'il n'y a pas de condition de revenu, on peut se dire qu'une demande pour un reste à charge de 200 euros quand on a 2 000, 3 000 euros de reste à vivre, effectivement, pourquoi? Mais on a aussi des situations où on est dans des cas de fauteuil roulant extrêmement chers, avec des restes à charge à des dizaines de milliers d'euros, parce qu'on les a vus passer, ces dossiers-là. Et pour autant, même si on a 3 000 à 4 000 euros de reste à vivre, on peut ne pas être en mesure de faire face à cette dépense. Donc, c'est dans l'esprit de se dire, on ne sait pas quelle est la dépense de nos adhérents, enfin en amont, il n'y a pas de barème de ressources pour nos adhérents, pour solliciter le Fonds d'action sociale. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, il n'y a pas de souci, mais pourquoi? Alors, le règlement peut être modifié lors d'une AG Alors, ou... là, actuellement, les modifications qui ont été apportées, les dernières modifications qui ont été apportées au règlement, c'est complètement en corrélation avec le dernier article. C'est des changements, il y a eu des changements, comment? Le numéro de l'article dans les statuts de la mutuelle, etc. Ce sont des changements pour être en corrélation avec les pratiques actuelles. Le règlement du Fonds d'action sociale peut être modifié, mais ce n'est pas en projet en tous les cas aujourd'hui. Et il peut être modifié lors d'une AG ou... Je ne sais pas, c'est une question, hein. Oui, la dernière fois, effectivement, que ce règlement des commissions a été modifié, ça a été un gros travail de faire le tour de l'ensemble des régions, des territoires. Il faut que ce soit un besoin pour qu'on puisse après le présenter, enfin qu'il soit après présenté en assemblée générale. Ce n'est pas l'assemblée générale qui décide enfin, qui propose Oui, ou qui décide des modifications. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, ils sont dans la validation, effectivement. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vois, alors, on est bon pour moi au niveau de l'heure. De toute façon, on va aborder là dans la dernière partie l'aspect règlement. Isabelle, est-ce qu'il y a encore des questions sur le fil de conversation? Non, non, pas de questions restées sans réponse. Alors, je reprends mon support et on continue. Donc, pardon, une faute de frappe. La commission d'action sociale et le règlement du Fonds d'action sociale. Donc, vous le savez, la commission d'action sociale est composée d'élus de la mutuelle. Les commissions se réunissent une fois par mois par territoire, avec quelquefois un peu moins de commissions au cours du mois d'août. Les dossiers donc vous sont présentés toujours de manière anonyme
par un collaborateur de l'animation de la vie mutualiste. Et comme on le disait, il y a un règlement qui fixe le cadre des interventions. Les commissions d'action sociale sont souveraines et les décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. On a des adhérents, effectivement, qui ne sont pas forcément d'accord ou qui aimeraient représenter leur demande pour obtenir une aide supplémentaire, mais ce n'est pas possible puisque votre décision, on ne peut pas revenir dessus. Une nouvelle présentation en commission d'action sociale, par contre, est possible s'il y a un élément qui a été porté à la suite à notre connaissance que nous n'avions pas et qui comment dire, qui change la situation de l'adhérent et qui, sa situation finalement est plus complexe que ce que l'on pensait. Dans ces cas-là, on peut se permettre de vous présenter le dossier en disant, il y a vraiment, on vient d'avoir cette information supplémentaire. Au niveau de l'organisation politique, alors il y a un petit micro. Au niveau de l'organisation politique, donc l'action sociale est prévue dans les statuts de la mutuelle à l'article 69 qui dit « Un fonds d'action sociale est créé dans le but d'aider, à titre exceptionnel, les membres participants et leurs ayants droit. » Donc, exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, nos adhérents des contrats santé et leurs ayants droit. L'octroi des aides, normalement, relève du conseil d'administration qui, dans le cas présent, délègue à des commissions territoriales le soin de décider de l'attribution des aides financières. 50 territoires, environ 600 délégués qui participent aux commissions d'action sociale. La commission est animée par un président qui a pour rôle de veiller au bon déroulement des débats et au respect du règlement. Donc le règlement, ça répond aussi à quelques questions. Le règlement d'utilisation du Fonds d'action sociale a été actualisé, approuvé par le Conseil d'administration du 20 mai 2019 pour une application à compter du 1er juillet 2019. Et ce que je vous disais, une mise à jour a été effectuée en juillet 2024. C'était simplement pour écrire les pratiques qui étaient en cours et notamment les restes à charge de moins de 500. C'est un exemple. Le règlement est donc opposable. Toutes les commissions doivent le respecter et le mettre en œuvre. La Commission nationale Harmonie Proximité a la charge d'assurer le suivi de l'action sociale. Donc, c'est Bernard Diff qui fait le retour à la Commission Harmonie Proximité de tout ce qui est chiffres et informations. C'est cette commission qui veille à son bon fonctionnement. Un bilan annuel y est présenté afin d'apporter les informations quantitatives et qualitatives sur l'utilisation du fonds. Donc, on va aller sur le règlement du fonds social. Donc, le règlement d'action sociale. Excusez-moi, il y a un micro. Madame Blé, je ne sais pas si vous avez un souci. Oui. Votre micro se réactive. Oui, j'ai eu un souci. D'accord. Alors, le règlement d'action sociale est le document de référence des commissions. Il présente le fonctionnement des commissions et précise les modalités de contribution, de présentation des demandes d'aide. Donc là, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas l'intégralité du règlement du Fonds social. On en a extrait les points principaux. Et évidemment, comme on le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à demander le règlement du fonds auprès du responsable d'animation de la vie mutualiste ou de votre président de commission d'action sociale. Et nous, on fera le rappel de notre côté pour que vous puissiez avoir l'intégralité des articles qui le constituent.
Donc, harmonie mutuelle traduit en actes les valeurs d'entraide et de solidarité en se dotant d'un fonds d'action sociale pour permettre aux adhérents rencontrant des difficultés d'accéder aux soins et de maintenir leur couverture complémentaire santé. Le présent règlement a pour objectif de garantir une équité de traitement des demandes des adhérents et d'apporter un cadre de référence aux procédures d'utilisation du fonds. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est effectivement l'idée, le principe de base, c'est que nos adhérents, peu importe où ils se situent dans le territoire, côté action sociale, nous, le traitement des demandes et des dossiers, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est mis en place. Nos adhérents ont le même accompagnement. Nos adhérents bénéficient du même service. L'objectif du règlement, c'est le même au niveau des commissions d'action sociale. Peu importe où l'adhérent se situe, il doit avoir la même considération pour sa demande et les mêmes règles appliquées. Donc, le fonds d'action sociale est réparti donc entre les 50 territoires et il y a aussi une commission section professionnelle. On y retrouve dans cette commission, par exemple, les demandes des salariés Harmonie Mutuelle qui sont également adhérents de contrat santé Harmonie Mutuelle. Voilà, Chaque commission... Excuse-moi, Aurore. Justement, nous avions une question. Pourquoi avoir une commission d'action sociale et une section professionnelle? Donc, tu es dessus. Voilà. Merci Isabelle. Donc, effectivement, la création de la section professionnelle remonte à quelques années maintenant pour pouvoir étudier les dossiers initialement d'une ou deux entreprises. Et comme je le disais là depuis, alors j'ai pas la date en tête, mais je dirais bien au moins 3 ans, les demandes d'aide des salariés Harmonie Mutuelle, parce qu'on est toujours dans l'anonymisation, ont été passées dans les commissions, pas forcément la commission de territoire, parce qu'on peut connaître les personnes. Et voilà, on a des salariés qui n'osaient pas faire la demande parce que, pour plein de raisons. Et donc, a été ajouté à cette commission section professionnelle les salariés Harmonie Mutuelle, de même que les salariés du groupe Vive, qui ont un contrat Ilia Total, tout à fait. Et je suis en train de chercher Et le HSBC dernier. à l'époque. Et Depuis le HSBC, 1er janvier merci beaucoup. 2022. Depuis le 1er janvier 2022 pour les salariés HM, Isabelle. Merci Tout à beaucoup. fait. Et HSBC. Voilà. Oui. Donc, Explique pas pourquoi, parce qu'il suffisait pour les salariés, il suffisait de changer de territoire ou changer de région, ou ce que vous voulez, et on n'avait plus ce problème. Je ne comprends pas pourquoi on multiplie les couches, mais c'est comme... alors, là, j'ai pas spécifiquement la réponse pourquoi la section professionnelle. En tout cas, j'ai la réponse du pourquoi les salariés en section professionnelle. C'est vrai que je me suis pas présentée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je le fais très tard et je m'en excuse. Je suis Aurore Guéra, donc je suis responsable de la filière action sociale en inclusion, donc l'action sociale pour nos adhérents. Et je suis arrivée à Harmonie Mutuelle en octobre 2014. J'ai été assistante sociale donc, pour Harmonie Mutuelle. Donc, j'ai eu pour rôle d'accompagner nos adhérents dans le cadre de leur demande d'aide financière. J'ai eu aussi à accompagner des collègues salariés dans le cadre de difficultés, pas forcément que d'accès aux soins, mais en tous les cas, on a aussi constitué des demandes pour eux. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on a des salariés effectivement partout en France. Et comment on se dit, bah, ce salarié-là, je le passe dans tel territoire, je le passe dans tel territoire en fonction de quoi? De la date, de la composition, peu importe, en fonction de quoi? Et bien, pour une équité aussi de traitement envers nos collègues, envers les salariés d'Harmonie Mutuelle, il a été décidé que l'ensemble des demandes des salariés étaient présentées à une seule et même commission d'action sociale. Voilà. Je n'ai pas plus de précision, mais voilà. Donc, Merci. j'en prie.
chaque commission d'action sociale territoriale donc, dispose d'un fonds, d'un budget, en faveur des adhérents domiciliés sur son territoire. Les élus siégeant au sein des commissions décident des aides financières à apporter aux adhérents. Comme je vous le disais, les commissions sont souveraines dans leurs décisions, dans le cadre du budget qui leur est alloué. Donc, l'objet du fonds, donc dans la limite du budget annuel, le Fonds d'action sociale a pour objectif de permettre aux adhérents connaissant des difficultés financières de conserver leur complémentaire santé, ainsi que les options santé y étant associées. Là, je peux vous donner un petit début d'explication par rapport aux options santé. On a encore quelques contrats qui, avec le même numéro d'adhérent, dans le même contrat, on va retrouver de la santé et de la protection hospitalière, par exemple. Depuis quelques temps, ce sont des numéros de contrats différents, mais il subsiste encore quelques situations où l'option santé et l'option, protection hospitalière, décès, etc., est associée à la garantie santé. Si vous aidez financièrement sur la partie complémentaire santé sans prendre en compte l'option qui y est associée, il y a un décalage en fait entre l'aide qui est attribuée et la dette, par exemple, ou la mensualité de l'adhérent. Et ce décalage peut faire qu'un contrat ne reprend pas parce qu'il subsiste 5 € de dette, etc., etc. Donc, pour plus de simplicité, quand il y a des options qui sont associées au contrat santé, on vous présente l'ensemble de la cotisation. Donc, ça permet aussi de favoriser l'accès aux soins pour tous nos adhérents, de contribuer à la compensation du handicap, d'accompagner les adhérents dans les moments difficiles. Les bénéficiaires du Fonds d'action sociale, je n'y reviens pas, on l'a déjà dit. Et donc, la composition des commissions d'action sociale, donc dans chacun des territoires, est constituée une commission d'action sociale composée au minimum de 4 délégués, dont le ou la présidente. Le conseil de territoire désigne parmi ses membres la présidente de la commission d'action sociale et une vice-présidente. Le fonctionnement des commissions sociales, donc, le grand principe de la commission, c'est que c'est un lieu d'échange et de débat qui surtout doivent se tenir dans le respect des valeurs mutualistes, non politiques, non discriminants et tolérants. Le président, la présidente doit garantir à chacun, élu, adhérent et collaborateur, le respect auquel il a droit. Les commissions se réunissent en principe une fois par mois. Le nombre minimal d'élus pour délibérer lors de la commission est de 3. Il y a des moments où il y a des situations où on a un nombre de dossiers à examiner qui est inférieur à 5. Là, effectivement, il est prévu qu'une commission restreinte puisse se réunir. Cette commission est composée au minimum de la présidente ou de la vice-présidente et de 2 membres. Le fonctionnement des commissions d'action sociale, donc par rapport à la présentation des demandes, c'est des choses que vous vivez tous les mois. Ce sont des demandes qui sont présentées oralement, par vidéoprojection d'une fiche de synthèse. Donc, on a tous en tête cette fiche qui reprend les informations générales et les éléments essentiels à la prise de décision. La présentation est anonyme et dans un souci de confidentialité, on ne peut pas préciser la commune de résidence de nos adhérents. En revanche, le lieu de soins peut être précisé oralement. J'ai vu tout à l'heure rapidement par rapport à la prise de décision. Suite à la présentation d'une demande en commission, la décision peut être un accord, un refus ou un ajournement motivé. Un ajournement ne peut être décidé pour des demandes de justificatifs non prévus au règlement. S'il vous manque des informations, il peut y avoir un manquement. S'il vous manque des informations pour prendre la décision, bien sûr, il est possible d'ajourner le dossier.
Par contre, si c'est pour une information que nous ne sommes pas en mesure de demander à nos adhérents, parce que dans le règlement, ce n'est pas prévu, parce que dans les justificatifs demandés, ce n'est pas prévu, nous, on vous représentera le dossier tel que, parce que on respecte le cadre et les contours du règlement. Évidemment, les collaborateurs ne participent pas à la décision ni au vote, pardon. Les débats pour la prise de décision se tiennent dans le respect de la personne et de la non-discrimination. Et de nouveau, les décisions de la commission ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Le rôle du président, la présidente de commission est garant sur l'application du règlement et de la bonne utilisation du fonds dont il rend compte à son conseil de territoire. Oh, pardon. Le règlement du fonds social, donc par rapport à l'instruction des dossiers, les dossiers sont instruits par les équipes Action sociale, donc je ne reviendrai pas, on vous a fait la présentation. L'imprimé est complété par les adhérents qui doivent fournir des justificatifs nécessaires à l'étude de leur situation. Pardon. Donc, comme je vous l'ai montré, les justificatifs de ressources et de charges sont indiqués dans l'imprimé. Pour faire un peu court, voilà, la photocopie du dernier avis d'imposition ou non-imposition sur le revenu, c'est le document qui est demandé systématiquement, peu importe la situation. On a les justificatifs de ressources, mais on garde bien en tête que pour les demandes de personnes hébergées majeures, ascendants ou descendants, ce sont seules les ressources du demandeur qui sont prises en compte et on note, hébergé dans les charges, en tout cas on vous note dans l'argumentaire, dans les charges liées au logement, sauf s'il y a une participation aux charges effectuées. Donc pour un adulte qui vivrait soit au domicile de ses enfants, soit au domicile de ses parents, qui n'a pas de charges liées au logement, nous en général, on nous informe que la personne participe à hauteur de temps, donc on a une attestation qui nous précise le montant de sa participation. Nous avons les photocopies des justificatifs de charges. Pour les aides aux prestations, il est également demandé aux adhérents, et dans tous les cas, de solliciter au préalable une aide extra-légale auprès de leur régime obligatoire. Donc, le règlement suit le fonctionnement classique des soins, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est la sécurité sociale, et dans un second temps, c'est la mutuelle. C'est pareil dans le cadre extra-légal. On demande à ce que nos adhérents sollicitent la CPM. Je dis CPM parce que c'est en général, c'est la CPM, par rapport à cette aide financière. Dans certains cas, et par rapport au partenariat, aux partenaires qu'on connaît, au fonctionnement que l'on connaît de certaines CPAM, on sait que, je vais dire peut-être une énormité, mais à la sécurité sociale du 54, ils n'interviennent pas pour les implants dentaires. Ne le prenez pas au pied de la lettre, hein, parce que je n'ai pas vérifié cette information, c'est un exemple. Dans ce cas, si on a un adhérent qui nous sollicite pour un implant, on ne va pas lui dire d'aller faire la demande auprès de la sécurité sociale, puisque de toute façon, nous avons l'information que c'est une exclusion. L'idée, ce n'est pas de complexifier pour nos adhérents, de démultiplier les demandes quand on est déjà sûr et certain de la réponse qui sera apportée. Mais dans le cas classique, dans tous les cas classiques, une demande est faite en amont au niveau de la CPM, du régime obligatoire. Pardon. Pour les aides aux prestations dont le reste à charge est inférieur à 500 € après remboursement légaux ou aide extra-légale, les justificatifs nécessaires sont réduits à, et ça, il y a toujours la photocopie du dernier avis d'imposition sur le revenu, le devis ou la facture des soins et toujours la réponse de l'aide extra-légale formulée auprès du régime obligatoire. Les aides sur les cotisations, donc les aides accordées par les commissions concernent les cotisations complémentaires santé ainsi que les options santé y étant associées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les aides peuvent être accordées dans deux situations. À titre curatif, dans le cadre où nos adhérents ont une dette de cotisation sur le contrat santé,
et qu'il y a un risque effectivement de ne plus être couvert, ou à titre préventif. On a des adhérents, tant bien que mal, parviennent à régler leurs cotisations mensuellement, mais sont dans des situations financières extrêmement délicates. Ces aides à titre préventif peuvent leur permettre de souffler, éventuellement de pouvoir combler enfin voilà, d'autres charges qui sont importantes. Mais en tous les cas, à titre curatif et à titre préventif, c'est possible. L'adhérent ne peut bénéficier que d'une seule aide tous les 12 mois. Donc, on n'est pas sur une année civile, on est de date à date ou un jour de près, sauf situation exceptionnelle. On entend par situation exceptionnelle un adhérent qui nous a fait une demande là en mars 2025. Cette personne avait un emploi, mais avait vraiment beaucoup de difficultés à payer ses charges. Il a une dette de cotisation. La commission l'a aidé pour 3 mois, 4 mois, 5 mois de cotisation. Et puis là, on est en septembre. Et en plus de sa situation financière déjà compliquée, monsieur ou madame a perdu son emploi. Il y a un événement exceptionnel qui, en plus des premières difficultés, a fait encore se détériorer sa situation. Là, on va se permettre de vous représenter le dossier en commission, même si ça fait moins de 12 mois. Pour solliciter une aide, l'adhérent doit avoir une ancienneté d'1 an de cotisation réglée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit adhérent depuis plus d'1 an et qu'il ait réglé ses cotisations sur minimum 12 mois. Ça, on est bien sur les aides cotisations. Ça ne vaut que pour les cotisations. Pour les prestations, l'adhérent peut faire une demande d'aide pour des prestations aussi souvent que nécessaire dans l'année. Il n'est pas obligé d'attendre 12 mois pour représenter une demande. En janvier, il a des soins dentaires dont il ne parvient pas à payer le reste à charge. Il peut solliciter la commission. Et si en septembre, il doit s'équiper de prothèses auditives, il peut aussi venir à la commission. Ou même si c'est du dentaire, de nouveau. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. En tous les cas, les demandes d'aide financière concernent des restes à charge supérieurs à 50 €. Les restes à charge inférieurs à 50 € ne sont pas présentés en commission d'action sociale, sauf si le quotient familial du demandeur est inférieur à 300 €. Donc, nous, dans tous les cas, on étudie le dossier et on a cette référence du quotient familial. S'il est inférieur à 300 € et qu'on a une demande sur un reste à charge de 20 €, on vous le présentera en commission. Les demandes présentées doivent concerner des factures ou des devis de moins d'1 an. Et il est tout à fait possible de présenter des dossiers pour des demandes qui sont sur devis ou déjà sur facture acquittée. Ça, c'est possible à partir du moment où les documents ont moins d'1 an. La nature des prestations éligibles, bon, on ne va pas faire la liste, mais on a en tout cas noté ici tous les grands items, sachant que c'est une liste qui est non exhaustive. Dans tous les cas, on est sur des restes à charge liés aux soins. Le montant de chaque aide accordée ne peut pas dépasser 3 000 €, sauf en cas de situation exceptionnelle. Et là, c'est l'accord du président de la commission sociale qui va dire oui, on va au-delà de 3 000 € ou non, on n'y va pas. Hop, excusez-moi. Non, c'est bon. Le règlement du Fonds social prévoit quelques exclusions. Il s'agit de frais de santé hors champ d'intervention du Fonds social Harmonie Mutuelle. Les frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap, c'est une exclusion, sauf si c'est au motif du répit de l'aidant. Je vais vous donner des exemples. On a des demandes quelquefois pour des personnes qui, parce que pour leur conjoint ou pour leur famille, c'est vraiment devenu trop difficile, sont accueillis 1 journée, 2 jours par semaine en établissement
voilà, on est vraiment sur le motif du répit de l'aidant. Ces demandes-là, on va vous les présenter en commission d'action sociale. Pour les frais d'aide ménagère, c'est pareil. C'est une exclusion, sauf si c'est au motif du répit de l'aidant. Les frais liés à la téléassistance sont une exclusion. Les frais liés aux vacances, de la même façon, sont une exclusion, hormis au motif du répit de l'aidant. Les frais liés à des soins réalisés à l'étranger sans prise en charge du régime obligatoire, c'est une exclusion. Par là, je m'explique. Si je choisis de faire mes soins à l'étranger en connaissance de cause qu'il n'y aura pas de remboursement de la sécurité sociale. On pourrait donner l'exemple de soins dentaires dans d'autres pays. Si j'ai mon reste à charge, je ne peux pas solliciter la commission d'action sociale pour ce reste à charge-là. Pour autant, et de plus en plus, il y a quelques situations où il n'y a pas de soins possibles en France, ou en tout cas, tous les protocoles de soins ont été faits, ont été suivis, et on a des adhérents qui se tournent vers l'étranger pour pouvoir être accompagnés dans leur protocole, dans leurs soins. Je vais donner l'exemple qui a été rencontré d'une patiente qui souffrait d'un cancer du sein triple négatif, pour lesquels les soins prodigués en France étaient arrivés en bout de course. En fait, il n'y avait plus de soins qui pouvaient lui être proposés. Par contre, en Allemagne, il y a une thérapie qui est reconnue, hein, pour autant pas prise en charge par la sécurité sociale française, mais il y a des pratiques qui sont reconnues. Et cette personne-là a effectivement s'est tournée vers l'étranger pour des soins parce qu'il n'y avait pas d'alternative en France. Et là, dans ce cas-là, la demande peut être présentée en commission d'action sociale. Il y aurait d'autres exemples, hein, des parcours PMA qui sont terminés en France, où les adhérents se tournent vers l'étranger. C'est des demandes qui vous sont présentées. Et pour finir, une exclusion de prestations, les frais de télévision, de téléphone lors d'une hospitalisation. Chaque année, un bilan de l'activité des commissions sociales est réalisé par la direction de l'action sociale et il est présenté à la commission Harmonie Proximité, il faudra que je change, et au comité d'action sociale composé des présidents de commission. Aussi, des informations régulières sont mises à disposition des présidents via un site dédié. Alors, je vais en dire deux mots. Donc, tous les ans, sont réunis les présidents de commission d'action sociale pour qu'on puisse présenter le bilan de l'activité de l'année précédente. Cette année, du fait des élections, ce rendez-vous qui a plutôt habituellement lieu en mars-avril a été décalé. Il a lieu le mois prochain. Et par rapport aux informations qui sont mises à la disposition des présidents des commissions via un site, il y a 3-4 ans maintenant, on a créé un site, une page dédiée aux présidents de commission pour accompagner chacun à l'animation des commissions, où on met des informations telles que les prestations sociales avec les montants, des informations, par exemple, des supports qui sont présentés à la réunion annuelle des présidents de commission, etc. On a des problèmes d'accessibilité à ce site-là actuellement, parce que Harmonie Mutuelle, comme d'autres entreprises, comme toute entreprise, voilà, il y a des travaux sur la sécurité et aujourd'hui, on a des problèmes d'accessibilité. Donc, on travaille, on a émis notre besoin de trouver des solutions pour que ça se remette, pour trouver une solution que je n'ai pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, les travaux de recherche là sont en cours. Voilà. Si vous avez un besoin de toute façon, en tant que président de commission sociale, d'avoir un document qui y figure, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher notamment d'Isabelle Leclerc, qui à chaque mailing qu'elle envoie vous le propose. Et on ouvre aussi ce site aux responsables de territoire AVM dès lors qu'il y a un besoin, il n'y a aucun problème. Et par rapport à l'évolution du règlement, le présent règlement sera amené à évoluer dans le temps afin de prendre en compte les demandes d'évolution décidées par la mutuelle et ou les évolutions législatives et réglementaires liées au secteur médico-social.
Le budget du Fonds d'action sociale, donc quelques chiffres clés de 2024. 86% des demandes d'aide financière ont obtenu un accord. Au niveau de la répartition, 85% des demandes concernent des frais liés à des soins et 15% à des cotisations. En 2024, 7365 dossiers ont été présentés en commission d'action sociale pour un budget engagé par les territoires de 3 869 305 € exactement. Hop, je vais vous reprendre normalement le partage ACC. Il nous reste un peu moins de 30 minutes, donc effectivement, s'il y a des questions, je peux y répondre. Est-ce qu'Isabelle, on reprend le fil de conversation dans un premier temps, ou s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il nous reste, voilà, on est ensemble jusqu'à midi, donc on peut faire un temps de questions-réponses sans problème. Il y a une question. Tu as accès au fil, Aurore, ou pas? Oui, alors maintenant, je vais y avoir accès. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. En fait, tu remontes à Oui, 11h19. Il y a très bien. quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Concernant le processus de délibération en commission. Ok. Ah, Il les y autres en a, questions, j'en vois qu'il y en a on a répondu. oui, au-dessus, d'accord. Vous avez répondu. Super, merci beaucoup. Donc, concernant le processus de délibération en commission, si tout ne peut pas être objectivé, certains critères pourraient l'être. A-t-il été déjà envisagé qu'une grille de critères soit établie pour l'ensemble des commissions? Quand on a eu les travaux avec le groupe de travail sur la simplification des demandes en commission d'action sociale, il y avait eu la proposition qui a été déclinée d'utiliser une grille comment dire, de montants accordés en fonction du reste à vivre de la personne pour les restes à charge de moins de 500. Mais sinon, il n'a pas été envisagé une grille de critères qui puisse être établie pour l'ensemble des commissions. Chaque situation est... Ah ben oui, je vous en prie, monsieur Gay. Je viens de voir que Oui, c'est vous qui oui. aviez posé la question. Bonjour, oui, je suis à l'origine de Bonjour. cette question. Alors, je suis un tout nouveau délégué, je n'ai participé qu'à 2 commissions, c'est dire si mon expérience est réduite, mais j'ai été surpris à l'occasion de ces 2 temps de voir à quel point la part d'arbitraire sur des éléments qui pourraient être objectivés était à l'œuvre. Alors, je me disais, alors bien sûr que la question de l'égalité, et vous l'avez rappelé à juste titre, Aurore, c'est une question centrale, et la question de l'équité en est une autre. L'égalité, c'est déjà d'objectiver sur les situations un certain nombre d'éléments. Et j'ai assisté à des commissions où, un peu à la louche, si je puis le dire ainsi, on accordait plus ou moins tel montant, parce que là, vous venez dans le camembert que vous avez produit, de faire état du fait qu'il y avait quand même un grand nombre de demandes qui bénéficiaient d'un accord, mais de quel accord parle-t-on en fait? Pour certains, sur des montants assez importants, pour d'autres, de plus faibles montants. Et tout cela à partir d'échanges très succincts finalement, et sur des éléments qui ne me paraissent pas toujours objectivés. Alors je me disais, qu'est-ce qui fait que sur ce qui peut être objectivable, tout ne peut pas l'être, cela va de soi, donc il est important que cette délibération euh, traite aussi la question de l'équité, et pas simplement de l'égalité, mais qu'est-ce qui fait que finalement, sur ce qui peut être objectivé, il n'y a pas de tentative, de grille d'objectivation, de critères, par exemple, comme ça peut se faire dans d'autres cadres. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas des travaux qui ont été menés. Là, ce que vous dites aujourd'hui, c'est aussi des choses qu'on va faire remonter. Par rapport à cette idée que vous avez, est-ce qu'on peut travailler à ça? Est-ce que tout le monde en est d'accord? Donc, on a un groupe de travail qui se réunit. Quand vous parlez de critères objectivables, vous parlez, par exemple, vous avez un J'ai plein critère d'exemples à vous particulier. donner à partir des 2 petits échantillons, donc les 2 commissions auxquelles j'ai participé. Sur le quotient familial,
L'appréciation du quotient familial en fonction des personnes présentes à la commission peut être très élastique. On peut D'accord. considérer, et j'ai entendu, oh, ben, le quotient familial est faible ou le quotient familial est élevé, mais sur la base de finalement aucun indicateur, aucun critère particulier. Qu'est-ce que c'est qu'un quotient familial qui est faible? Qu'est-ce que c'est qu'un quotient familial qui est élevé? La seule chose que nous avons, c'est ce qu'est le seuil de pauvreté INSEE en France. Ça, c'est objectivable. Mais en dehors de ça, je ne comprends pas quand les gens s'expriment en disant il est élevé ou il est faible. Voilà, l'expérience ne suffit pas, si vous voulez. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait Oui. tout à fait objectiver. Voilà, Eh bien, écoutez, j'ai pris note, Monsieur Guélil. Je vous remercie. je vous en prie. Alors, je poursuis. Alors là, hop, c'est répondu. Je poursuis à Isabelle, je redescends dans certains cas. Là, uniquement sur facture. Dans certains cas, les demandes, alors peut-être qu'il y a eu des réponses à apporter, mais je le vois petit à petit. Les demandes sont faites uniquement sur facture réglée, mais l'ensemble des aides n'a pas été sollicité. Exemple de la PCH aide technique. Alors, je crois comprendre la question, Monsieur Bail. Effectivement, la MDPH, à partir du moment où la personne a fait l'acquisition de son matériel ou de son aide technique, la MDPH n'intervient pas sur facture acquittée. Pourquoi l'adhérent n'a pas attendu la réponse de la MDPH ou pourquoi il ne l'a pas sollicité avant? Quelquefois, au vu de du délai d'attente de réponse des MDPH, il y a des adhérents qui font le choix d'aller acheter eux-mêmes sans passer par ces demandes. Nous, on sait que la PCH ne peut plus intervenir puisque la facture est acquittée, donc du coup, on vous présente le dossier en commission d'action sociale. Et je vois que vous avez levé la main. Je vous vois. Dites-moi si j'ai répondu à votre question. Oui, partiellement. En fait, ma question, elle était un petit peu double. C'était de prendre, pour exemple, le cas des PCH où justement il y a une demande de devis et après une demande de facture acquittée pour paiement. Et est-ce que dans certains cas, pour des équipements lourds, genre lit médicalisé, fauteuil roulant relativement onéreux, est-ce que il ne pourrait pas y avoir une demande de la part des adhérents, enfin des personnels mutualistes qui étudient les dossiers, d'aiguiller les personnes en leur disant, bon, il faut faire une demande de PCH pour vous aider, pour que leur reste à charge soit moins important et que le budget de la commission ne soit pas trop impacté. Eh bien, c'est exactement ce que les collègues font, en fait, parce que, alors vous l'avez vu rapidement tout à l'heure, sur le formulaire, et c'est écrit aussi sur le règlement, pour les demandes liées au handicap, il faut qu'il y ait au préalable une demande faite auprès de la MDPH. Parce que la PCH est un droit et que nous, on intervient, on est en aide extra-légale. Donc, là-dessus, je peux vous certifier que les collègues, on est dans le cadre de situations liées au handicap, orientent les adhérents qui ne l'auraient pas fait vers la MDPH pour solliciter la prestation de compensation du handicap. Ça, c'est une certitude. Après, comme je disais, hormis l'exemple que je donne, où il y a quelques adhérents qui ont déjà acquis leur matériel, alors on ne parle pas de fauteuils à des dizaines de milliers d'euros pour le coup, et ont déjà acquis leur matériel et ne peuvent plus solliciter la MDPH parce que c'est plus un devis, c'est une facture. Là, on en a quelques-uns et dans ce cas, quand on vous les présente, on vous explique le pourquoi du comment. Là, Mais oui. Justement, dans ce cas, le pourquoi du comment n'était pas très explicite et D'accord. j'ai eu et mes collègues ont eu un peu l'impression qu'on nous mettait un petit peu le couteau sous la gorge en nous disant, bon ben voilà, on a acheté ça, voilà la facture, vous nous aidez. C'était un Après, petit peu oui. le Je ressenti que nous pense que avons eu c'est en pas. commission. J'entends que vous l'ayez vécu comme ça, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille le prendre dans le sens où
il y a certaines MDPH où on est à 9 mois, on est à 12 mois de délai d'instruction. Il y Je a des sais, gens qui sont... je suis Voilà. porteur de handicap, donc je suis très, très au courant Donc, vous des voyez, demandes et des dossiers. Je suis tout à fait et, d'accord. Mais il et y a, effectivement, pour certaines acquisitions, il n'y a pas le temps d'attendre que la MDPH se prononce. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que nos adhérents acquièrent. Peut-être qu'après, on les a informés, mais écoute, est-ce que tu as demandé à la mutuelle une aide, etc. Enfin, voilà, ils sont venus vers nous après. Mais en tous les cas, pour les adhérents qui n'ont pas fait la démarche et sur lesquels on est sur un devis, bien évidemment, on les oriente vers la MDPH. très bien, merci. Euh, alors, donc là, je vois, Harmonie Mutuelle propose aux adhérents d'examiner leur devis pour les informer sur le reste à charge. Peut-on imaginer que le versement d'aide sociale soit considéré à cette démarche préalable? Si je comprends bien la question, c'est de demander aux adhérents, dans tous les cas, avant de présenter le dossier en commission, un examen de leur devis. Moi, je pense que c'est techniquement pas réalisable. En fait, bien évidemment, il y a le deuxième avis qui existe au niveau des services proposés par Harmonie Mutuelle. Quand nous, les adhérents, nous expliquent qu'ils ont un doute, etc., évidemment, on les oriente. Après, le conditionner, je ne suis pas sûre que ce soit... Alors, il n'y a pas déjà de deuxième avis sur tout, mais si on parle du personnel Harmonie Mutuelle, notamment les dentistes experts qui sont ici, on n'aurait pas les moyens en fait humains pour pouvoir regarder tous les devis. Aussi, et je prends le Aurore, temps de le... Oui, si je peux me permettre, je pense qu'il y a une... enfin, moi, j'entends la question, c'était savoir si on demandait le, l'adhérent envoie un devis à Harmonie Mutuelle pour connaître le reste à charge. Donc ça, c'est un document qu'on a en notre possession et oui, qu'on utilise. bien sûr. J'avais compris que c'était ça la question. Ah, alors j'ai pas bien compris. Merci Bénédicte. Je Oui, t'en prie. évidemment, évidemment, avant de présenter un dossier en commission d'action sociale, on a la réponse des prestations de nos collègues de gestion qui déterminent le reste à charge de l'adhérent en fonction de la garantie santé. Merci Bénédicte, j'étais pas dedans. Mais du coup, c'est pas grave. On a parlé du deuxième avis et je voulais vraiment en profiter pour parler du deuxième avis dentaire. Quelquefois, on se dit, ah, ce serait bien que l'adhérent aille voir un autre dentiste. Bah, sauf qu'aujourd'hui, on se remet dans le cadre. Obtenir un rendez-vous chez un dentiste, c'est très compliqué. Solliciter un dentiste juste pour faire un deuxième devis, enfin, sachant que c'est pas le dentiste qui nous suit, ben, aujourd'hui, c'est une démarche qui est très, très compliquée par rapport aux professionnels de santé qui ne prennent plus de nouveaux patients et à qui on ne peut pas faire perdre toujours le temps de dire ben, c'est juste pour un devis. Derrière, il y a un travail d'étude des dents colossal. Donc voilà, c'est une réalité en fait aujourd'hui de terrain. Oui, c'est irréalisable. Non, enfin, voilà. Peut-être qu'il y a des secteurs qui sont mieux dotés, mais quand on attend plusieurs semaines pour avoir déjà un rendez-vous chez son propre praticien, je vous garantis que c'est compliqué. Touk, alors j'essaye de... Sinon, il y a une petite question rapide, Aurore. Oui, dis-moi. Qui siège à la section professionnelle? D'accord. On a eu Alors, siège à la section professionnelle des présidents ou d'anciens présidents de commission d'action sociale de territoire. Et on a une autre question. Pourquoi je reçois les dossiers la veille de la commission? Alors, pourquoi je reçois les dossiers la veille de la commission? Vous êtes président de commission d'action sociale. Je ne sais pas qui a posé la question.
C'est Patrick Fortuné qui nous a posé cette question. D'accord. Je ne sais Eh pas bien, s'il est toujours là. Je suis toujours là. Je suis toujours d'accord. là. Je suis président de la commission de la Marne. D'accord. Alors, effectivement, Monsieur Fortuné, par rapport à ces dispositions et ces échanges, on va remonter un tout petit peu le temps. Avant le Covid, les dossiers étaient présentés de façon systématique dans les locaux Harmonie Mutuelle, en présentiel, vidéo-projection de la fiche de synthèse. Pendant le Covid et un peu après aussi, on était au tout début de Teams. Vraiment, je vous remets dans le contexte. On était au tout début de Teams et on rencontrait d'importantes difficultés à projeter ces fameuses fiches de synthèse en l'écran, en visioconférence, comme un peu on le fait là. Le partage, c'était pas ça. Donc, on s'est dit à ce moment-là, ce qui serait bien, c'est que les membres de la commission puissent avoir les fiches de synthèse en amont de la commission. Comme ça, s'il y a un problème technique, on sait quand même de quoi on parle. Et puis, donc, il y a eu l'après-Covid et on a enfin pu tous et tous se retrouver. Il avait été demandé de continuer l'envoi de ces fiches de synthèse, mais l'idée, elle n'est pas là. Elle n'est pas qu'on puisse, entre guillemets, pouvoir analyser les chiffres en amont, mais vraiment avoir cette fiche de synthèse en même temps que la lecture de l'argumentaire. Par contre, il a été demandé à ce que les présidents de commission puissent recevoir ces fiches-là la veille de la commission. Donc, c'est une pratique en fait qui est restée. La veille et pas quelques jours avant. Parce que Alors, la veille, on n'est pas forcément présent, quoi. Oui, non, mais je l'entends, c'est au minimum la veille pour que vous puissiez les avoir le jour de la commission. C'est pour ça. Quelques jours avant, si vous voulez, nous, on laisse, entre guillemets, je vais le dire comme ça, mais le plus de temps possible à nos adhérents de nous envoyer leurs documents s'il manque une pièce pour que le dossier puisse être présenté en commission. Donc, voilà, le temps de faire la clôture de l'instruction des demandes et que les collègues puissent préparer la commission. On envoie tout aux collègues de l'AVM qui vous font suivre les documents. Voilà. Mais c'est vraiment une question de timing pour être au plus juste. Magali Jean aussi, je ne sais pas si elle est toujours là, qui demande le délai pour réception des dossiers. Oui, je suis toujours là. Donc, elle vient de Qu'est-ce que répondre. vous entendez, Magali, par cette question? C'est exactement la question. Donc, on vient d'avoir la réponse. On peut recevoir en tant que président la veille de la casse les dossiers. Merci. Ok. J'aurais peut-être répondu à côté en délai pour les adhérents pour nous envoyer les dossiers avant la commission. Donc, c'est très bien que vous ayez. Merci Isabelle d'avoir demandé la précision. Et j'ai cru voir, on avait une question sur les dépassements d'honoraires. Oui. À 11h44, c'est ça? 11h32. Ah, je me suis passée trop loin. À 11h32. Youp. Alors, dépassement d'honoraires à la dernière commission de septembre. Dans le 76 sur 31 dossiers, 9 dossiers de dépassement d'honoraires qui vont de 420 à 2050 euros. Ne serait-il pas temps qu'HM monte au créneau via Vive ou la Mutualité française afin d'avoir une démarche sur ce sujet qui ne cesse de monter en puissance dans nos commissions? Quels moyens avons-nous pour essayer d'y remédier par l'intermédiaire des présidents de territoire ou de région? Ça, pour moi, vous faites-le remonter effectivement au niveau de vos instances. Président de territoire, qui peut faire remonter au président de région, effectivement, et de pouvoir porter ce sujet-là, qui là est complètement au-delà de la commission sociale. Oui, c'est moi qui posais la question. Bonjour Aurore. Bonjour, monsieur Giner. Oui, effectivement, parce que c'est une question qui revient souvent dans la casse, et en plus maintenant il y a de nouveaux délégués, ils s'interrogent par rapport à ces dépassements d'honoraires qui sont très nombreux et très importants. Donc c'est pour ça, c'était par quel moyen, par quel biais on pouvait essayer d'interpeller les instances
pour essayer, je dis bien essayer parce que Oui. c'est peut-être facile, mais essayer de faire remonter cette information qui prend de plus en plus d'importance. Et on le voit bien dans toutes nos commissions, comme là, sur le nombre de dossiers, bon, il y avait 9 dossiers de dépassement d'honoraires, mais à toutes les commissions, je veux dire, les dépassements sont très importants. Donc après, comment faire, je ne sais pas, mais c'était quel moyen surtout qu'on pouvait nous avoir pour faire remonter. Donc, c'est-à-dire, c'est par le président de territoire via le président de région ou présidente de région qu'ils font remonter aux instances. C'est ça, c'est, on va dire, la continuité au côté politique, en fait. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en commission d'action sociale, enfin, on ne peut pas pénaliser les adhérents qui sollicitent une aide au titre de la protestation, parce que finalement, il n'y aurait pas d'impact. C'est pas à ce niveau-là. C'est pour ça que vous faites remonter, Monsieur Giner. Non, c'est pas pour pénaliser les adhérents, hein, c'était simplement pour essayer justement Oui, que bien sûr. les dépassements soient moins forts que ce qu'on peut voir actuellement, et c'est vrai que ça pose problème justement pour les adhérents. Hein. Voilà. Mais complètement. Et puis on a essayé, on essaye de dire à nos adhérents négocier les dépassements d'honoraires, on en est là. Hein. Ah, si, hein. Mais la négociation des dépassements d'honoraires, sans vous, enfin voilà, c'est pas pour tout vous raconter. Moi, j'ai tenté. On m'a dit, mais non, en fait, non. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je dis derrière? Je dis, bah finalement, je refuse ces soins-là, mais je vais me tourner vers qui? Parce que j'ai devant moi un professionnel qui sait. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais on a tous le même problème, ce que vous dites là, c'est vrai. Hein. On a tous le même souci, effectivement. Donc oui, faites remonter de votre côté, monsieur, enfin de votre côté, où chacun peut faire. Merci. Faire remonter, je vous en prie. Il nous reste quelques minutes. Isabelle, est-ce que tu avais d'autres questions qui n'ont pas... Alors, je regarde dans le fil à nouveau les dépassements d'honoraires, on en a parlé. Je regarde aussi. Hein. Il y avait une demande sur le versement, si les commissions peuvent être informées du montant réellement versé par rapport au dossier fait sur devis. Que deviennent les sommes si les aides sont pas versées? On a aussi le budget non utilisé qui n'est pas reporté d'une année sur l'autre. Alors, par rapport au versement réel des aides financières, on a, les études font état, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour les 3 800 presque 900 000 euros d'aides qui ont été, c'est le budget engagé, et effectivement, on a à la suite de ça, quelquefois des factures qui sont dont le montant est inférieur aux aides, au montant présenté en commission, et dans ce cas, on applique la règle du prorata. Parce que vous avez décidé d'octroyer, je dis une bêtise, 50 euros sur 100 euros, la moitié de l'aide. Demain, si au lieu de 100 euros, c'est 90 euros de facturation, eh bien, on reste dans la même lignée de dire c'est 50% de l'aide, c'est ce que vous aviez octroyé. Donc, on a ce système de prorata. Pourquoi les budgets des commissions ne sont pas reportés une année sur l'autre? Je ne sais plus si on l'a dit en préambule. Aujourd'hui, le fonds d'action sociale, c'est sur les fonds propres de la mutuelle, après après budgétisation des montants réglementaires, etc. La règle est celle-ci, c'est que, donc là, depuis quelques années, c'est 4,3 millions au global qui sont accordés aux commissions d'action sociale. J'ai vu qu'il y avait eu des questions, mais qu'il y avait eu des réponses réparties sur les territoires en fonction du nombre de personnes protégées. Et on repart tous les ans sur ce même budget. C'est la base et c'est effectivement la règle d'aujourd'hui. J'avais levé la main. Justement, je voulais intervenir sur ce sujet-là. On m'avait dit il y a quelques années que les surplus servaient à deux choses, à alimenter effectivement ceux qui n'ont pas assez,
à la fin de leur année, à un certain moment, pour pas qu'on puisse faire des refus parce que le budget est épuisé, et aussi peut servir pour des dépannages d'urgence en cas de catastrophe climatique, par exemple, comme ça s'était passé dans le sud il y a quelques années, des choses comme ça. Ou même quelques semaines. Bonjour Josiane. Bonjour. Non, il y a petite confusion, Josiane. En fait, ce que tu exposes là, c'est la réserve. En fait, sur les 4,3 millions est constituée une réserve. Cette réserve-là, justement, sert à alimenter les territoires qui en ont besoin en fin d'année pour que, alors jusqu'aujourd'hui, on peut le faire, hein, pour qu'on ne refuse pas une aide financière à un élu, pardon, un adhérent qui solliciterait par manque de budget. Et effectivement, cette réserve sert aussi à la mise en place de dispositifs exceptionnels, notamment dans le cadre d'intempéries ou comme récemment les incendies dans l'Aude. Le budget n'est pas pris sur les territoires du coup, mais sur la réserve. Les aides financières sont prises sur la réserve. Ok. Voilà. Il est 11h58. On va se quitter maintenant, on va se dire au revoir maintenant, mais avant, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation, remercier les collègues présents aujourd'hui et chacun d'entre vous, vous dire qu'on va reprendre hein, bien évidemment le fil de conversation et pouvoir répondre à vos questions. Excusez-moi d'avoir répondu quelques fois à côté, mais ça permet de encore plus d'infos. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite à tous et tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas, le fil de conversation est toujours là pour vos questions. Bonne fin de journée, bonne semaine à tous. Bonne fin de journée, Aurore. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Salut tout le monde. À bientôt.